regard, je trouve qu'il est très important. Déjà, avec le confinement et le port de masque, le regard était important parce qu'on voyait les émotions à travers ce regard. Et les choses peuvent se passer par le regard qu'on pose déjà sur le patient qu'on a en face en tant que soignante. Mais il y a un échange aussi qui se fait. Et j'ai une patiente qui m'a dit, c'est quand je suis arrivée dans ce service, elle m'a dit c'est ton regard qui m'a plu et qui m'a réconfortée. Donc le regard, je pense que la façon dont on regarde les gens est important aussi. Un regard bienveillant, attentif. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, de mystères et de... Comment on peut dire ? Je crois qu'il y a encore pas mal de stigmatisation, il me semble. Et moi, souvent, quand je parle de l'exercice dans lequel je suis, on me dit « Ouh là là, voilà, vraiment, ça doit être difficile hein, et c'est pas trop dangereux ». Alors c'est assez fatigant et un peu pénible d'être toujours obligé d'expliquer que la grande majorité des patients ne présentent pas de danger, sauf pour eux, a priori d'abord pour eux. Et qu'ensuite, ce que j'avais lu dans une formation, c'est que 95% des agressions dans la rue sont le fait de gens qui n'ont pas de diagnostic psychiatrique. Donc ça, ce serait bien aussi que ce soit répété, parce que justement, les malades de psychiatrie ont entre guillemets, la chance aussi d'être normalement suivis, en tout cas d'avoir des contacts avec la psychiatrie, et ça leur permet de vivre leurs émotions et leurs difficultés beaucoup plus tranquillement que la population moyenne qui souvent n'a soit pas de diagnostic, soit peut vivre des choses imprévues et très spectaculaires. Voilà, par exemple, moi, il y a un exemple que je prends souvent, c'est on a beaucoup plus de chances d'être agressé par quelqu'un qui fait une queue de poisson en voiture que par un malade qu'on croise dans la rue et qu'on ne va même pas reconnaître parce qu'on ne va pas savoir qu'il est malade. Déjà, tout ce qu'on fait de créatif, et, parce qu'on fait plein de trucs et chacun fait à sa façon et à sa manière, mais tous les résultats sont beaux. Donc je crois que c'est ça aussi, c'est la création qui est importante. Je voudrais montrer les silences. Les temps où on a l'impression qu'il ne se passe rien et où pour autant il y a énormément de choses qui se passent. Il y a énormément de signes à observer, énormément d'interactions non verbales, les circulations des patients, des soignants, tout ce qui peut se passer dans les temps qui ne sont pas organisés et qui ne sont pas prévus à l'avance. Et moi je trouve ça très intéressant d'avoir une observation fine de ces moments parce qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent. Sans qu'on ait d'intention particulière. Ça se fait sans nous. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, de collecter, de récupérer et de réfléchir après par la suite entre nous. Ce que je montrerai, c'est... je vais dire quelque chose de l'ordre du concret, en fait. Je montrerai un atelier d'expression artistique. Et de la manière, de la façon, en fait, dont ils ont de se poser sur ce travail en silence. Et finalement, je reviens un peu à ce que disait Urania Michel ce matin, de cette énigme-là finalement, hein, d'être pris comme ça par des mouvements psychiques qui quelquefois sont très violents, en tout cas pour les personnes, et de se retrouver face à un objet artistique, une construction, quelque chose là qui sont en train de fabriquer, hein, de peindre, de dessiner, et de quelle manière ça vient en quelque sorte apaiser les choses, hein, une sorte de profondeur comme ça, comme s'ils étaient dans l'élément qu'ils sont en train de fabriquer. Voilà. Et pour les soignants, ces moments-là, tu penses que ça a fait quoi ? Un autre regard sur la personne, oui. Hein, c'est-à-dire on se rencontre là aussi, hein, dans ce regard-là. Et est-ce que ce regard il est inné ou il se travaille ? Je pense qu'il se travaille, un petit peu quand même. Hein. Il se travaille lorsqu'on s'intéresse, il faut déjà qu'on s'y intéresser, mais en tout cas, il se travaille à l'éclairage des textes aussi. Il y a une phrase, puisque là il y avait une intervention sur Goethe, il y a une phrase de Oscar Wilde qui dit « il y a des regards qui tuent et des regards qui sauvent ». Voilà. Et je crois que le regard sur les patients peut radicalement changer la relation que l'on a avec eux. Et comment on entoure ça de paroles, parce que le regard peut aussi être très persécuteur pour certains patients.
et que c'est peut-être le regard qu'on pose qui est un préalable à la rencontre. Il faut le travailler pour, je pense, déjà dépasser certains préjugés ou certains discours qu'on peut entendre pour essayer de toucher à autre chose dans la relation. Pendant très longtemps, j'ai travaillé dans un service de réanimation polyvalente, donc j'ai changé complètement de spécialité. Moi, je ne suis pas ISP, même si je ne suis pas tout jeune. J'ai été dans la formation d'infirmier général pendant que la formation d'ISP se finissait dans les années 89. Moi, je suis diplômé de 89. Et franchement, j'ai découvert un univers extrêmement riche. Et je dis souvent, quand j'en parle, que j'ai découvert l'humanité jusqu'à l'os. C'est vraiment une authenticité qui est très troublante. Alors en plus, c'est assez marrant parce que moi, je ne suis pas très intéressé par le côté prestigieux de certaines spécialités médicales. C'est pas du tout pour ça que j'ai fait ce métier. Mais c'est vrai que j'avais une perception très différente quand j'étais en réanimation et que je m'occupais de machines avec beaucoup de technicité, beaucoup de protocoles et beaucoup de choses où il faut être effectivement très, très qualifié et très pointu sur l'hygiène, sur le respect des protocoles. Il y a énormément de sécurité, c'est très, très, très codifié. Et les interactions avec la personne sont assez limitées puisqu'elles sont souvent dans le coma. Alors que finalement ça c'était, comment dire, c'est comme un entraînement en fait. Finalement une fois qu'on est entraîné, c'est pas très compliqué. On connaît bien le dispositif et on accompagne la personne comme on peut. Et voilà, on met des outils technologiques, de la médecine de pointe, des médicaments extrêmement performants. Mais malgré tout, c'est quand même le corps de la personne qui décide. Parce que même si on met tout un tas de techniques, c'est quand même l'individu avec son organisme qui va décider si ça suffit ou pas. Et là, quand on change complètement de spécialité, moi je disais souvent que j'ai traversé le Styx, et bien là on se retrouve dans quelque chose d'absolument différent où nous en plus on ne donne pas de médicaments, on ne donne pas de thérapeutique, on ne fait pas d'injection. Et donc on est vraiment dans l'approche psychothérapeutique. Et ça c'est extraordinaire parce que là, il faut vraiment... Encore une fois, s'apprivoiser mutuellement, se faire confiance, arriver à prendre le temps. On a de la chance dans le service où je suis de ne pas avoir de durée d'hospitalisation. Donc, on peut ne pas avoir d'intention. Et certains patients, moi je suis référent d'une quinzaine de patients, et l'un d'entre eux, en le voyant 3 fois par semaine, il a fallu à peu près 6 ans pour qu'il me fasse confiance. 6 ans, en le voyant 3 fois par semaine. Alors ça travaille la patience, ça travaille la capacité à attendre, et à trouver le bon moment. En tout cas, c'est la personne d'ailleurs qui décide quand c'est le bon moment. On peut mettre tout ce qu'on veut en place, c'est elle qui décide quand ça va être le moment de dire quel est son délire, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien et qu'on peut aborder que quand la situation de confiance est installée. Et ça, c'est long, très long. Quand je sors de l'hôpital avec les patients, notamment à vélo, qu'on est côte à côte, on regarde dans le même sens, et que du coup on fait des entretiens magiques et qu'on a accès à autre chose. Est-ce que justement c'est pas lever le nez du guidon ? C'est ça. C'est ça. On lève le nez du guidon et on regarde devant soi et on partage ensemble un bout de trajet. Alors en plus moi j'ai vécu une belle expérience avec Psycyclette où justement on a tombé les blues, on est parti avec des patients faire du vélo à travers la France. Du coup on était plus vraiment soignants identifiés comme tels. Et les patients pas identifiés comme tels. Donc on était juste des gens qui faisions du vélo ensemble et on partageait un moment de vie ensemble. Donc ouais, j'ai changé mon regard. Ouais. Vous avez changé votre regard et est-ce que vous pensez que ça a changé aussi le regard des patients sur vous ? Oui. Oui, bah oui. De quelle manière ? De manière qu'on n'est plus une autorité, on n'est plus la blouse blanche qui sait, on n'est plus celui qu'on craint. Si jamais il y a une contrainte, s'il y a une injection et tout ça, donc on peut, on parlait de dévoilement, on se dévoile en tant que François infirmier ou François être humain avec telle personne avec ses problématiques. Ça me fait penser à une phrase de Tosquelles qui disait mais en fait ce qui compte c'est pas tellement la compétence, c'est l'humanité, c'est rencontrer quelqu'un. Peu importe à la limite que ce soit un psychiatre, un infirmier, un éducateur ou un cuisinier, puisque c'était comme ça qu'il travaillait. En fait, il faut qu'il y ait une rencontre. Et la rencontre, ça, c'est difficile à apprendre, c'est un peu ce qu'on est. Alors on peut y arriver au fur et à mesure parce que dans l'approche théorique qui est la nôtre, on se met nous-mêmes au travail. On est nous-mêmes en train chaque fois de réfléchir à ce qu'on renvoie, à ce qu'on fait, comment on peut améliorer nos outils. Qu'est-ce qu'on vit avec eux, et qu'est-ce qui nous fait réfléchir à ce qu'on a à dépasser.
Et c'est un travail de leur côté, de notre côté. Et c'est extrêmement riche. Moi, je les remercie d'ailleurs, comme disait Winnicott, je les remercie de m'aider à me soigner. Parce que franchement, c'est le reflet des deux côtés. Là, ce qui me vient, c'est de filmer nos réunions d'équipe et comment on travaille ensemble et quelles préoccupations finalement on a de nos patients et que ça existe encore beaucoup, quoi. Et de montrer à voir comment il existe encore beaucoup de soignants qui travaillent ensemble et qui ont le souci de leurs patients et qui sont très impliqués, engagés et militants dans leur travail, parce que ça existe encore. C'est beaucoup le témoignage qu'on a, de la souffrance des soignants, les soignants qui désertent l'hôpital public, les lieux de soins. C'est aussi dans votre propos d'ailleurs, je ne sais plus, Molinier, je ne sais plus son prénom, qui explique à quel point les soignants ils sont tellement maltraitants qu'ils préfèrent quitter leur travail. Et c'est beaucoup le discours ambiant, on ferme des lits, etc. C'est terrible, mais il y a des gens qui résistent et ça existe. Et d'autant plus peut-être en milieu carcéral, ce serait difficile de montrer, de donner à voir parce que c'est des endroits très fermés. Et c'est peut-être dans ces endroits-là, les derniers bastions un peu compliqués où travailler, que finalement il y a les gens les plus engagés qui y sont, je pense. C'est des lieux où pas grand monde a envie de travailler et ceux qui y sont, ils sont vraiment très engagés. Ils savent ce qu'ils foutent là, pour reprendre les termes d'un autre. Vous voyez ? Ouais, voilà. Les caméras ont souvent été interdites dans ces lieux-là. Il y a quelque chose qui serait important de montrer, c'est la souffrance. Je connais des gens dans le Nord qui sont un peu attachés, mais c'est pas simple à montrer la souffrance à une caméra. Donc c'est aussi, ça obligerait le regard des autres, et ce serait violent en même temps de pouvoir exhiber la violence d'une personne. Mais au moins, ça pourrait déstigmatiser les difficultés psychiques des humains et permettre une certaine compréhension du besoin de soutien des personnes qui souffrent. Mais les soignants aujourd'hui vivent une souffrance incommensurable dans la destruction de leur outil de soins. Je connais aussi des gens dans le Nord qui ont beaucoup souffert de cette question-là. Pour les soignants, c'est surtout une question politique. Là, on vit, pour moi, ça m'a glissé direct à la politique, parce que c'est quand même la politique et le politique qui détruit aujourd'hui et qui pourrait construire et reconstruire et faire en sorte que les humains soient plus heureux dans leur vie. Pour les patients, c'est permettre d'avoir une compréhension des autres de leur maladie. Là, il y a eu une présentation de Joël qui était très très intéressante à ce niveau-là, surtout la première partie, où franchement, même avec des années d'expérience, je me suis rarement et largement insuffisamment pas mis à cette place-là. La place de parent. Ouais. Oui, parce que la psychothérapie institutionnelle, ça aussi, je vais en profiter pour faire un peu de prosélytisme. Il y a deux choses de la psychothérapie institutionnelle qu'on a un peu oubliées, c'est qu'il y a la psychanalyse et le marxisme. Alors la psychanalyse est tout à fait encore à peu près, encore qu'elle est décriée, mais à peu près discutable. Le marxisme s'est abandonné, alors que pourtant il y a vraiment une aliénation de la société. Je veux dire, c'est exactement ce que vous avez dit. Si on pouvait faire de la place aux malades, comme a fait Tosquelles à Saint-Alban, sans doute que le vécu des patients serait très différent, et des familles, et des gens de la population générale. Si on vivait les uns avec les autres, c'est tout. Juste vivre les uns avec les autres, avec nos bizarreries, nos différences, nos limites, nos compétences, sans qu'il y ait besoin de mettre les gens dans des cases, absolument, c'est dommage. Comment dire, je crois que l'humanité, ça ne s'arrête jamais. La volonté de faire humanité, ça ne s'arrête jamais. Donc elle prend des formes différentes. Aujourd'hui, on est plutôt effectivement dans une approche plus libérale, en tout cas individualiste du soin. Donc moi, je pense que c'est comme un balancier. En fait. Pour le moment, on en est là. On voit bien d'ailleurs toutes les limites que ça a, avec tous les mouvements sociaux qu'il y a aujourd'hui. Je crois qu'il y a une reprise de conscience qu'on ne peut pas faire les uns sans les autres, je ne crois pas. Mais moi, je travaille avec un psychiatre qui s'appelle Thudy Gauzet, j'en profite pour faire la publicité. Thudy Gauzet. Voilà, qui axe plutôt son travail sur la phénoménologie et la psychiatrie. Et donc en mêlant les deux, il y a une nouvelle école qui est en train de se créer, je trouve, du côté de Lavore, dans le Tarn. Et c'est très très intéressant ce qu'ils font, parce que c'est comme si c'était la psychothérapie institutionnelle revisitée, prolongée, je ne sais pas comment le dire, mais c'est extraordinaire parce que c'est vraiment... il y a une école de pensée qui est en train de se mettre en place. Et
Moi, je vous encourage à être attentif à ce qu'ils font parce que c'est très très riche. Ils font des publications très intéressantes. Il y a Hugo Philpin, il y a un paquet comme ça de psychiatres qui sont tout jeunes et qui ont été formés à la psychothérapie institutionnelle et qui en font une lecture un peu modernisée, en tout cas actualisée. Un médecin dont je voudrais parler aussi aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Martine Girard. Vous n'avez pas entendu parler de Martine Girard? Alors c'est un psychiatre toulousain qui a travaillé beaucoup sur Winnicott. C'est une spécialiste, une des spécialistes nationales de Winnicott, qui a écrit un livre qui s'appelle L'accueil en psychothérapie institutionnelle. Très 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 riche. Et je me souviens que j'ai travaillé à son contact et j'ai eu la chance de travailler pendant 6-7 ans avec elle. Et elle me disait, mais ramenez de la clinique. Moi, je ne vais pas vous donner des références psychanalytiques, ça n'a pas d'intérêt. Si vous lisez, vous essayerez de faire coller la théorie avec ce que vous voyez, c'est pas intéressant. Ramenez de la clinique et après on en parle. Et alors, moi, j'ai vécu la maïeutique socratique. J'ai de la chance. Parce qu'effectivement, on ramenait de la clinique en réunion de synthèse et elle nous faisait comme ça des petites incises, mais discrètes, parce que dans le discours, elle disait, bon, ben ça ressemble à la solitude en présence de Winnicott. Mais alors il fallait être attentif, parce que comme c'était dans le discours, dans les échanges, elle ne le disait pas comme quelque chose qu'il fallait qu'on réfléchisse. Juste, elle nous disait que ça lui faisait penser à associer à ce genre de choses. Et alors moi je notais, comme je suis un peu curieux, je notais, et hop, j'allais lire Winnicott. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est exactement ce qu'on a vécu. Alors c'est tout à fait différent de découvrir la théorie, en quelque sorte, après la clinique, quoi. Et c'est pour ça que après, c'est ça l'auto-formation permanente. C'est avoir la chance de rencontrer des gens qui mettent du sens, ce qu'on a arrêté de dire depuis tout à l'heure, mettre du sens à notre pratique. Ce lien avec la psychothérapie institutionnelle, c'est une amie que j'ai croisée qui venait de Maison Blanche, je crois, à Paris. Et quand elle est arrivée dans le service, elle m'a dit, mais Philippe, tu as l'air vraiment intéressé par l'approche humaniste, il faut que tu t'intéresses à la psychothérapie institutionnelle. Je dis, je ne sais pas ce que c'est, moi. Elle m'a dit, écoute, tiens, lis ce livre. Et elle m'a donné un livre de Lucien Bonafé. Je me suis dit, mais c'est quoi Et quand j'ai lu ça, ça m'est vraiment tombé des mains. J'ai dit, mais ça existe cette approche psychothérapique de la psychiatrie? Il m'a dit, oui, à l'UF5, donc chez Martine Girard, le service où je suis aujourd'hui, unité de soins ambulatoires. Donc après, il m'a fallu 2-3 ans pour arriver à aller là-bas, parce que les gens, quand ils sont en poste, ils ne partent plus. C'est quelque chose qui peut infuser toute la société. Ce n'est pas un projet pour la psychiatrie seulement. La pédagogie. Tout à fait, oui, avec le frère d'Oury en particulier, oui, tout à fait, oui. Oui, il y a plein de domaines où la psychothérapie et la pédagogie institutionnelle peuvent aller, oui, tout à fait, oui.